que c'est ton amour, ta passion? Qu'est-ce que c'est l'immobilier pour toi? L'immobilier, je dirais que c'est une passion, effectivement. C'est une passion que j'ai et que j'aime transmettre, en fait. Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent? Ou avez-vous déjà eu peur du regard des autres? Si à au moins une de ces questions, la réponse a été oui, bienvenue à vous dans le podcast de Golden Balls. Un podcast qui a pour but de vous aider à être la meilleure version de vous-même, peu importe vos objectifs de vie. Ce podcast vous permettra de prendre le courage d'être entièrement vous-même et de l'assumer. Alors soyez prêts à avoir vos Golden Balls. Bonjour à tous auditeurs et auditrices pour le 15e épisode du podcast de Golden Balls. Et pour ce 15e épisode, nous avons un invité spécial, Daniel Vu, auteur, et oui, formateur, et surtout auteur d'un best-seller sur Amazon, numéro 1 des ventes, Comment investir en immobilier locatif. Daniel Vu, auditeur et auditrice. Salut Jean-Loris, ça me fait trop plaisir d'être avec toi ce soir. C'est avec grand plaisir parce que j'écoute avec attention ton podcast et du coup c'est un honneur de pouvoir participer là avec toi ce soir. Ouais, moi de même. Franchement, en plus t'étais sur la liste et depuis très longtemps je me disais ouais mais quand est-ce que j'invite Daniel, quand est-ce que je l'invite, et là c'est l'occasion en fait et donc on y va. Super. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas? Du coup, effectivement, je m'appelle Daniel Vu. J'ai plusieurs activités professionnelles. Tout d'abord, je suis chirurgien dentiste, et ensuite, effectivement, ce pourquoi je suis plus connu, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que je suis l'auteur d'un livre qui est un best-seller actuellement dans le domaine de l'immobilier, qui s'appelle Comment investir en immobilier locatif. Donc, c'est un livre qui permet d'expliquer de façon théorique et pratique à des investisseurs débutants comment investir, pour pas se lancer sans avoir les armes pour investir correctement. Et en dehors de ça, je fais des conférences, des formations dans le domaine de l'immobilier. Et avec des associés, on est également en train de fonder une maison d'édition qui sont les éditions Deal, du coup. Wow, là t'as parlé de pas mal de choses, donc on reviendra sur tes associés parce que là tu nous as livré quand même pas mal d'informations, ça va être cool. Et du coup, je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé au début à investir dans l'immobilier? Parce que tu vois, aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat, on nous parle de beaucoup de choses. Marketing. Non, il faut aller dans le marketing digital. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, ouais, il faut se lancer dans l'immobilier parce que tu vois, il y a que ça, c'est une valeur sûre. Et d'autres vont te dire, non, aujourd'hui, faut que tu fasses des sites web. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut faire ça. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans l'immobilier? À te dire que ouais, c'est ça que je vais faire et ça que je vais continuer à faire sur le long terme? En termes d'immobilier, pour moi, il y a vraiment eu deux lancements, en fait, deux étapes en fait dans mon lancement dans l'immobilier. La première étape, c'est une étape où je suis tombé dedans un petit peu par hasard en fait, tout simplement parce que je commençais à avoir des revenus en tant que dentiste qui augmentaient par rapport à mes revenus de quand j'ai été étudiant, un niveau de vie qui restait un petit peu les mêmes, et du coup j'avais une volonté d'investir, de placer cet argent-là. Et pour moi, l'immobilier, je l'ai fait simplement parce que je savais que les Français aiment investir dans la pierre, que c'était plutôt bien vu, que c'était recommandé. Et du coup, je suis tombé vraiment dedans par hasard sans rien connaître en fait. Donc ça, c'est un petit peu la première fois que j'ai découvert l'immobilier. C'est pas vraiment pour les bonnes façons, et je dirais pas que c'est là où j'ai commencé à vraiment me passionner pour l'immobilier. Donc c'était vraiment un hasard. Et par la suite, après avoir découvert que ce premier investissement n'était pas fait forcément de la bonne façon, et après avoir été un petit peu dégoûté de l'immobilier, j'ai rencontré un cercle d'investisseurs immobiliers. En fait, c'est une association sur Paris avec des investisseurs immobiliers à l'intérieur qui partagent vraiment leur passion. C'est pas quelque chose qu'ils font par hasard comme j'avais fait la première fois, mais c'est vraiment quelque chose où ils ont à cœur de le faire. Ils sont passionnés. C'est toute leur vie en fait l'investissement immobilier. Ces personnes-là ont réussi à me transmettre leur passion, et c'est là où je suis vraiment tombé dans l'immobilier en me disant ah ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de creuser plus l'immobilier, de connaître tous les rouages de l'immobilier et de faire vraiment plus ça qu'en tant que débutant, simplement en achetant un bien et en le mettant en location. Donc, au début, c'était simplement par hasard.
Et après, comme pour beaucoup de choses dans ma vie, c'est des partages de passion. En fait, c'est des rencontres, des personnes qui avaient tellement ça dans leur cœur, cette flamme, en fait, que je me suis dit, waouh, ces personnes-là, si elles y arrivent, si elles ont des résultats aussi extraordinaires, alors que ce sont des personnes qui sont un petit peu ordinaires, en fait, quand on les rencontre en réalité, c'est que moi aussi, je peux le faire et pourquoi pas. Donc, c'est ça qui m'a lancé. Ok. Et tu peux nous dire, comme tu as parlé de personnes, on va dire, d'une certaine manière extraordinaire, parce que je suppose qu'elles avaient des revenus que la plupart des gens n'avaient pas, c'est ça? Ok. Alors, Et en est-ce que... termes, ouais, ouais, ouais. Non, non, En termes vas-y. en termes de revenus, ces personnes-là m'avaient pas forcément partagé les revenus qu'elles dégageaient, Ok. mais effectivement, c'est des personnes Mhm. où quand je suis arrivé dans cette association avec plein de questions et un petit peu des idées préconçues que la plupart des personnes ont sur l'immobilier, ces personnes m'ont complètement déconstruit les idées que j'avais sur l'immobilier, m'ont redonné en fait Ok. des nouvelles un nouveau point de vue en fait sur l'immobilier, de nouvelles références. Quand une personne te dit ah ouais un bien immobilier c'est un bon début, alors que tous tes amis à cet âge-là te disent ah, un bien immobilier c'est bon, t'as réussi ta vie, tu gardes ça jusqu'à 50 ans, 60 ans et c'est bon quoi, t'es bien. Mais quand ces personnes-là te disent ah oui c'est un bon début et tu leur demandes toi t'es où et ils me disent bah moi j'ai 10 biens, 20 biens, moi j'ai acheté un hôtel et puis j'ai fait 30 chambres avec, ça te change directement ton niveau de référence en fait. Tu passes d'un niveau de référence où avoir un bien, tu es déjà au top, ou au fait que avoir un bien en fait, bah, c'est juste le début du parcours et tu peux aller beaucoup plus haut en fait, au moins aussi haut que ces personnes-là qui me disent bah moi tu vois j'ai rien de spécial, je suis ni très intelligent ni oui, je suis pas millionnaire, je suis pas héritier et pourtant je suis à ce niveau-là et du coup si moi je suis arrivé là, bah Daniel toi tu peux le faire et c'est ces personnes-là qui m'ont fait découvrir en fait ce que c'est réellement l'immobilier. Intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le standard des personnes qui ne s'y connaissent pas te disent, bah écoute, quand t'as un bien immobilier, waouh, et là t'as des experts entre guillemets qui s'y connaissent et qui viennent te dire, bah écoute, oui, t'as ton petit bien, ah c'est bien pour un début. Et donc ça, c'est juste ça change les standards. Et du coup, je suppose que Carrément. tu l'as bien vécu, c'est-à-dire que c'était une belle découverte. C'était une très belle découverte. J'avais l'impression d'être, quand on parle de plafond de verre, en fait, qu'on n'ose pas rêver assez grand. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est un petit peu l'expérience où on prend un bocal avec un poisson rouge dedans, on le place dans un aquarium beaucoup plus grand, et le poisson rouge, en fait, reste dans son bocal et n'ose pas sortir de son bocal, alors qu'en fait, il le pourrait très simplement. Il pourrait sortir de son bocal pour visiter tout le grand aquarium, et par habitude, il reste dans son petit bocal. Bah là, c'est comme si ces personnes-là m'avaient montré qu'en fait, je pouvais aller plus haut et que en fait, c'est possible, quoi. Parce que tant qu'on n'a pas pu toucher ça, voir une personne réelle qui a ces résultats-là, on se dit toujours ouais, c'est impossible, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas espérer. Et s'il n'y a pas d'espoir, pas de rêve, on peut pas atteindre en fait ce niveau-là sans vouloir poursuivre cet objectif en fait. Ouais, là, tu commences déjà fort, hein. Tu utilises les termes rêver, le plus, ah ouais, ça a l'air très intéressant tout ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que t'as pas eu peur? C'est-à-dire que il y a beaucoup d'idées sur l'immobilier, mais le fait de se dire ah ok, ben j'investis de l'argent que j'ai sur quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Quelle a été ta notion par rapport à ça? Est-ce que t'avais peur ou plutôt est-ce que t'étais curieux? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment tu te sentais à ce moment-là quand tu investissais? J'ai été extrêmement curieux et je pense que la peur n'a pas été présente parce que j'ai eu la grande chance en fait de m'être déjà lancé avec mon premier bien et que mon premier bien en fait soit un petit peu pas optimisé en fait c'était pas la meilleure des acquisitions et du coup ces personnes-là m'ont fait comprendre entre guillemets tu dois pas avoir peur d'investir parce que tu dois pas avoir peur de faire des erreurs puisque les erreurs tu les as déjà faites en fait et ce que tu pourras faire après en fait sera forcément mieux que ce que tu as fait avec ton premier investissement. Du coup, en quelque sorte, tu as peur de l'erreur, mais l'erreur, tu l'as déjà faite. Et ensemble, on va t'accompagner pour faire quelque chose de mieux que ce que tu as fait. Et on va t'apprendre en fait comment investir correctement en immobilier. Ok, d'accord. Donc en fait, avant d'aller vers ce groupe-là, t'avais déjà acheté un bien ou loué un bien, t'avais J'ai déjà déjà un bien. investi en C'est fait ça. dans un bien. C'est ça, tout à Ok, fait. d'accord. Ça marche. Et comment s'est passée l'acquisition de ton premier bien, en fait?
Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement? Quel a été l'événement déclencheur qui a fait que tu as acheté ce bien-là? Simplement que j'avais des revenus un petit peu en réserve, que j'avais envie de placer ces revenus. Et du coup, j'ai cherché comment placer ces revenus-là. J'hésitais entre la bourse et l'immobilier. Il se trouve que ma grand-mère, elle, faisait déjà un petit peu d'immobilier. J'ai eu la chance aussi d'avoir mes parents qui se lançaient en même temps dans l'immobilier. Et du coup, on s'est dit, bah, tous ensemble, on va se plonger dedans, ça va être sympa. Et c'est ça qui m'a lancé, en fait, mais c'était pas vraiment réfléchi, en fait, mon premier lancement. Et c'est vraiment après avoir découvert l'association que là, je me suis dit, je vais faire ça de façon stratégique, de façon réfléchie et en sachant où je vais et surtout avec plein de curiosité. Parce que du coup, quand ces personnes-là m'expliquaient l'immobilier, j'étais extrêmement curieux de savoir comment est-ce que elle faisait. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à en apprendre toujours plus. J'étais vraiment poussé par une curiosité extrême. Tous les jours, je lisais des livres en me réveillant, en m'endormant. J'écoutais des podcasts sur l'immobilier. Je regardais des vidéos en immobilier. Et je voulais vraiment tout découvrir. Pour moi, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Moi, je comprends tout à fait. Waouh. Là, tu nous as parlé, vous êtes lancé en famille. Un peu en famille. Ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc du coup, je suis trop curieux. Même les auditeurs et auditrices vont se dire, waouh, t'as une famille qui était assez ouverte, hein, on dirait. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah, moi j'ai acheté mon bien. Moi j'ai acheté mon bien, mes parents ont acheté leur bien en même temps et on s'est lancé comme ça, ce qui est assez sympa. Effectivement, on est assez familial, on fait toujours beaucoup de choses ensemble. Et c'est assez sympa d'avoir cet esprit où on partage en fait des expériences et on est ouvert un petit peu à tout. Comme par exemple, toute la famille s'est lancée dans le milieu du tournage. Donc on fait tous des tournages pour le cinéma, des courts-métrages, des publicités. Et aussi bien moi que mon frère, que mes parents. Et c'est vraiment des choses qu'on aime partager ensemble et ça, c'est assez sympa. Ok, d'accord. Et est-ce que cet environnement familial, vous faites tout ensemble, en fait, c'est ça qui t'a poussé à aller dans l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cultivé dès l'enfance, dès que t'es né, vous avez l'habitude de faire beaucoup de choses ensemble? Et donc Oui. Est-ce que c'est vraiment carrément ça qui a déclenché? Oui. Ok. Oui, depuis que je suis jeune, on fait beaucoup de choses ensemble. On aime bien se mettre dans des choses qu'on connaît pas, en fait, découvrir des choses ensemble, se sortir un petit peu de notre zone de confort. Et c'est assez sympa. Et de le faire tous ensemble, on se pose les mêmes problématiques, on peut s'accompagner ensemble, se conseiller. Ça nous permet de partager plus de choses que ce qu'on fait d'habitude. C'est vraiment génial. Moi, franchement, je souris parce que en fait, c'est pas commun, tu vois. Donc moi, je me dis, waouh, tu vois, de loin, bien évidemment, je ne connais pas la situation. Je sais que chaque famille a ses bons côtés comme mauvais côtés. Donc, je fais pas de généralisation, mais je trouve de loin que ça a l'air beau. Parce que généralement, on entend plus le parcours où ma famille me soutenait pas. Donc c'était un peu mon cas aussi. Donc, tu vois, on a souvent entendu ces genres d'histoires et donc là, ça change la donne et donc c'est vraiment beau et c'est vraiment génial en fait. Wow. Merci. Et donc du coup, j'aimerais en même temps dive in un peu sur ton livre, parce que un best-seller, hein. ça c'est génial. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est, je pense, un travail personnel de synthétisation de mes connaissances. C'est-à-dire que depuis toujours, en fait, depuis que je suis étudiant, j'ai toujours aimé, lorsque j'apprends des choses, les synthétiser par écrit, en fait. Et il se trouve que quand j'étais étudiant, pendant mes études de dentaire et même au tout début de mes études, pendant le premier concours, le concours pour les études de santé, j'ai toujours fait des fiches pour moi-même, en fait, tout simplement pour synthétiser. Et après, je partageais ces fiches. Et à la fac, déjà, je produisais des fiches où 6 ans, 7 ans après que j'ai fini, j'avais toujours des étudiants qui venaient me voir en disant « Ah bah Daniel, 6 ans après, on travaille toujours sur tes fiches, c'est génial, merci beaucoup, ça nous aide à bien synthétiser nos connaissances, etc. » Donc j'avais déjà ce truc de faire des fiches pour moi et après de les diffuser aux autres en fait. Et quand je suis arrivé du coup dans l'immobilier,
j'ai commencé tout d'abord à accompagner certains amis dentistes en fait dans l'immobilier, et il se trouve que après avoir accompagné plusieurs amis, je me rendais compte que ces amis me posaient toujours les mêmes questions en immobilier, des questions que moi je m'étais posées avant, et du coup je me suis dit ah bah tiens, on a une sorte de récurrence dans les questions que les gens se posent en se lançant dans l'immobilier. C'est des questions qui sont dures à maîtriser. Parce que moi, pour avoir en fait la réponse à ces questions, j'ai dû synthétiser plusieurs connaissances prises dans différents livres, différents podcasts, différentes vidéos. Pourquoi pas mettre tout ça en fait dans une fiche? Donc au début, j'ai fait des fiches pour des amis, et après il y a eu le confinement, et des fiches en fait, c'est passé à un livre où je me suis dit ah bah tiens. Pendant le confinement, je pouvais plus travailler en tant que dentiste parce que tous les cabinets dentaires étaient fermés pendant le premier confinement. Pourquoi pas faire une fiche géante où je mets tout dedans? Et puis une fois que ça commençait à faire beaucoup, je me suis dit pourquoi pas faire un livre. Mais c'est venu vraiment très très tard en fait le fait de faire un livre. Ok. Ce que j'ai remarqué dans ton discours depuis les quelques minutes qu'on fait cette interview, t'as toujours ce truc. Moi, je trouve ça très très intéressant. Ce truc où tu te jettes dans l'inconnu et ça te fait pas peur. C'est dans le sens où tu te jettes dans l'inconnu et tu testes, tu vois en fait. Et c'est vraiment génial. Franchement, parce que je suis un des gars qui n'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire, je calcule, faut que ça marche, tu vois, donc très orienté, j'avoue, résultat. Et donc là, tu donnes vraiment une autre version. Comment t'arrives à faire ça? Est-ce que tu peux nous partager ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu fais ça? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Tu fais ça naturellement? Raconte-nous, oui, un peu. Vas-y. C'est vrai que dans ma vision des choses par rapport à ma vie, en fait, l'un de mes objectifs de vie, il y en a beaucoup, mais l'un de mes objectifs de vie, c'est de découvrir en fait un maximum de choses de la vie avant de partir, en fait, de m'être dit, en fait, dans mes derniers instants de vie, ce que je ne voudrais surtout pas, en fait, c'est de me dire que j'ai pas profité pleinement de cette vie pour tester en fait tout ce qui m'a été donné l'occasion de tester. En fait, tout ce que j'ai envie de tester, toutes les choses dans lesquelles j'ai envie de me lancer, je ne veux surtout pas avoir de regrets plus tard. Et du coup, c'est pour ça, dès qu'on me propose en fait une nouvelle passion, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau à découvrir, je me lance directement dedans. Ça veut pas dire que je pousse les choses jusqu'à la perfection. Il y a plein de domaines où je suis pas allé jusqu'à l'immobilier, jusqu'à écrire un livre ou le pousser très loin, mais j'aime découvrir assez pour me faire une idée du sujet, du domaine. Et une fois que j'ai une idée assez précise, là, je peux me dire ah bah cette chose-là, c'est pas pour moi, ou alors au contraire, si c'est pour moi, je vais pousser un petit peu plus loin. Mais en général, quand on me propose quelque chose que je connais pas, j'y vais directement, au moins de façon à maîtriser un petit peu les choses. À savoir en discuter et à déterminer si c'est vraiment quelque chose pour moi ou pas. Donc effectivement, c'est une grosse tendance chez moi. On va me proposer tout et n'importe quoi et je vais me lancer directement dedans parce que ça me passionne de faire plein de choses. Ok. Waouh. Ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment génial, en fait. C'est-à-dire que tu arrives à... En fait, waouh. C'est très impressionnant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a pas forcément énormément de personnes qui le font. Du coup, moi, franchement, je dis bravo, j'applaudis même de loin. C'est vraiment incroyable. Et du coup, là, je me demande, est-ce que tes associés ont le même caractère que toi, vu que t'as dit que t'avais des associés? Il me semble que c'est donc Yann Félix et Léo Naderchia, si je prononce bien. Naderchia, ouais. Est-ce qu'ils ont aussi le même caractère? Ils ont le même caractère que toi? Est-ce que aussi se lancent dans des projets le même feeling? J'ai l'impression que oui. Ouais, ils se lancent dans pas mal de choses. C'est aussi l'une des choses qui fait que on a bien collé en fait tous ensemble. C'est que on a tous beaucoup de rêves et j'ai remarqué que les personnes avec qui je collais beaucoup bien, en fait, en termes au niveau professionnel, c'est des personnes qui ont beaucoup de rêves. Alors après, selon les capacités de chacun, l'énergie qu'on peut y mettre, on peut ou non atteindre ses rêves, mais au moins rien que le fait d'avoir des rêves, c'est déjà un premier pas pour pouvoir atteindre quelque chose, parce que si on n'a pas de rêve, ben on reste là où on est en fait. Et eux, ce que j'adore, c'est qu'ils ont plein de rêves dans plein de domaines différents, pas seulement dans la maison d'édition, mais dans plein de domaines, et qu'ils atteignent tous leurs objectifs ou certains seulement. Je sais qu'ils peuvent aller très loin, et c'est en ce sens-là, oui, je pense que il y a un point sur lequel on se reconnaît. Ok. Et t'as parlé d'une chose, je sais que c'est pas forcément sur l'immobilier,
Mais c'est le fait que tu testes beaucoup de choses. Toi-même, tu le dis, vous testez beaucoup de choses. Et donc, je suppose dans plein de domaines différents, donc dans votre Ouais, boîte, mais aussi en dehors. Est-ce que vous tout à n'avez fait, ouais. pas peur, là je te le demande parce que en tant que moi qui suis à l'extérieur, vous n'avez pas peur de trop vous disperser? C'est-à-dire qu'à force de tester, à force de tester plein de choses, bah on se perd. On se perd et c'est-à-dire qu'on oublie réellement notre objectif principal, on va à gauche, à droite, je te le demande parce que ça m'est déjà arrivé. Donc comment t'arrives à gérer ça? Comment vous arrivez à gérer ça en fait? C'est une vraie question. Je me suis aussi posé ça. Pour Yann et Léo, je pourrais pas dire pour eux comment ils font. Après, ma vision des choses, c'est que à un moment, je me suis posé et je me suis posé aussi la même question. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, en fait? Je me suis posé cette question-là quand j'ai fini mes études de dentaire. Il se trouve que pendant mes études de dentaire, l'une de mes grandes passions, bah, c'était la dentisterie. Et je me suis dit, Daniel, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie professionnelle et autre, mais notamment professionnelle? Soit tu décides de pousser dentaire à fond, tu vas devenir un spécialiste en dentaire, tu vas connaître 100%, ton objectif en tout cas c'est de connaître 100% de la dentisterie et tu seras reconnu en dentaire. Ou alors tu peux décider de te diversifier, tu ne maîtriseras pas autant dentaire que si tu ne faisais que dentaire toute la journée que ça, mais tu maîtriseras plusieurs domaines, peut-être un petit peu moins bien, mais tu découvriras plus de choses. Et j'ai choisi la deuxième option en prenant un petit peu modèle sur la loi de Pareto, en fait, le 20-80, c'est-à-dire que dans chaque domaine, en fait, euh, on peut avoir l'impression que je maîtrise à fond en fait chaque domaine, mais en fait mon objectif à moi, premièrement, mon objectif premier, c'est simplement de faire les 20% d'efforts qui permettent de maîtriser 80% du domaine et simplement en mettant ces 20% d'efforts en place et en maîtrisant 80% d'un domaine, on maîtrise déjà plus que la moyenne des personnes en fait. Et ça permet en fait de passer assez peu de temps et assez peu d'énergie pour un résultat qui est complètement optimisé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en ayant passé 20% d'efforts, j'ai 80% des connaissances pour dominer tout le domaine dentaire. Si je voulais acquérir ces 20% de connaissances en plus et devenir l'expert français de la dentisterie, ça nécessiterait un travail énorme de faire des tests de science, de faire de la recherche, des choses comme ça, qui m'empêcherait en fait d'explorer d'autres domaines. Donc je préfère faire 20% d'efforts en dentaire pour obtenir 80% des résultats. Pareil en immobilier, pareil en termes de maison d'édition, pareil dans d'autres domaines. Et je pense que pour moi, l'objectif, c'est de faire un minimum de 20% d'efforts pour obtenir 80% des connaissances. Éventuellement, après, obtenir les 20% restants de connaissances tout au long de ma vie, de façon naturelle, mais sans mettre trop d'efforts. Mais c'est ce qui me permet pour moi d'explorer plusieurs domaines. Je cherche pas forcément à être le numéro un dans un domaine. Bon, là, en immobilier, c'est arrivé un petit peu par hasard. Parce que la concurrence n'était pas très rude, mais dans n'importe quel domaine, c'est pas mon but. Mon but, c'est de maîtriser 80%, et rien qu'en faisant ça, on a déjà souvent le statut d'expert. Intéressant. Bah, je pense que les auditeurs là, ouais, ils sont fous. Là, ils sont bien. Et du coup, j'aimerais te poser une question, mais donc pour revenir à tes associés, déjà tu les as rencontrés. Ça c'est de base. Et la deuxième question sur ça, c'est comment tu fais pour gérer tes relations avec eux. Parce que oui, c'est des relations humaines et toute relation humaine a ses problèmes, comme c'est super qualité, on est là, on célèbre, mais s'il y a des problèmes dedans, comment tu arrives à gérer ces relations-là et comment tu les as rencontrées? J'ai rencontré tout d'abord Léo. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a peut-être 3 ans à travers le cercle immobilier. En fait, donc on s'est rencontrés à 3 ans. Et Léo, il faut savoir que c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup parce que en fait, je pense que les premières fois que je l'ai vu, j'ai fait l'erreur de pas assez le considérer, de le voir pour la personne qu'il était, en fait, et pas pour la personne qu'il peut redevenir, en fait. C'est une erreur que je referai pas. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que Léo, quand je l'ai rencontré au tout début, même peut-être plus qu'il y a 3 ans, je sais pas exactement il y a combien de temps, c'est quelqu'un qui
à l'époque, n'avait pas une situation qui était extraordinaire. C'était un peu quelqu'un de lambda, mais il avait déjà des rêves extraordinaires, en fait. Et rien que le fait d'avoir des rêves, j'aurais dû déceler là un potentiel, en fait. Parce que à l'époque, il me disait, ah bah, moi, je rêve de faire ça, de devenir ça. J'ai plein d'ambitions, beaucoup de rêves, même si actuellement, j'ai un poste qui est pas celui que je rêverais d'avoir, même si ma situation en investissement immobilier, parce qu'il n'avait pas encore grand-chose quand je l'ai rencontré, n'est pas ce que je rêverais d'avoir. Voilà mes rêves, en fait. Et à l'époque, moi, j'avais déjà avancé un petit peu plus que lui. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, il a beaucoup de rêves. Est-ce qu'il sera capable de mettre en place des actions pour atteindre ses rêves? Et il se trouve qu'on s'est vu après 1 an, 2 ans après cette première rencontre. Et effectivement, il avait mis en place toutes les actions pour atteindre son rêve. Il avait cumulé 2 travails, un travail de CTO, donc directeur financier de la PHP International, et en même temps il cumulait un travail de conseiller en immobilier chez Mastéos, donc il travaillait presque 70 heures par semaine. Il avait investi énormément dans l'immobilier, en 2 ans, il a généré un patrimoine qui est assez impressionnant. Et du coup, en fait, non seulement il avait des rêves, mais il a réussi à atteindre ses rêves. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, ah oui, c'est pas seulement quelqu'un qui parle en fait simplement pour parler, mais vraiment derrière, il est capable de mettre en place ses actions, de se mobiliser, et il a une volonté qui est énorme en fait. Donc, il a des rêves énormes, il a une volonté énorme, et je pense que ça m'a beaucoup impressionné en fait, et je me suis dit waouh, ce gars-là, c'est pas un gars qui rigole, et effectivement, ça peut faire un bon associé. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que Yann et Léo se connaissaient déjà. Ils m'ont proposé un interview en fait, donc ils m'ont interviewé sur mon livre. Et à la fin de l'interview, on a discuté un petit peu. On a parlé de leurs rêves, des miens, et on s'est rendu compte que nos rêves, en fait, pouvaient aller dans le même sens. Et on s'est dit, waouh, en fait, on a tous des rêves qui convergent un petit peu dans le même sens, dans le sens de la transmission, en fait, du savoir aux autres. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ensemble? Ça peut être, au début, on est parti sur le montage, en fait, d'une formation en immobilier sur la fiscalité. Et puis après ça, on s'est dit oui, on va continuer à travailler ensemble, on va faire une maison d'édition. Et je trouve qu'on a une très belle harmonie à 3, parce que ce qui est bien, c'est que à 2, en fait, on confronte nos idées, et on n'a personne en fait pour trancher. Alors qu'à 3, l'avantage, c'est que dès qu'il y en a 2 qui sont d'accord, le troisième a l'intelligence de céder en fait la décision aux 2 autres en leur disant vous êtes majoritaire, on va dans votre sens en fait. Et ça, c'est assez cool. Mhm. Ok. Là, t'as dit plein d'informations très intéressantes. Et t'as dit une chose au début, moi, qui m'avait étonné. C'était le fait que tu avais sous-estimé, là j'utilise mes propres termes, mais tu avais sous-estimé ton associé, ton potentiel associé, à ce moment-là, tu savais pas que c'était ton associé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est-à-dire que non, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Je pense que je vais pas aller trop loin. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? C'est juste que c'est très, très, très intéressant. Je pense que les auditeurs aussi se demandent, ah ouais? Oh, ok, vas-y, tu peux y aller. En fait, comme je t'ai dit, j'adore les personnes qui ont des rêves, en fait, parce que le rêve, c'est le premier pas vers l'évolution. En fait, si on n'a pas de rêve, on reste sur place. Et après, c'est difficile de différencier en fait les rêveurs, ceux qui se contentent de rêver en fait, de ceux qui rêvent et qui mettent en place d'ailleurs les actions pour atteindre leurs rêves en fait. Et la première fois que j'ai rencontré Léo, étant donné que il était à un stade où il n'avait pas grand chose, c'était difficile de faire la différence entre les deux. Et après, quand j'ai vu l'évolution complètement incroyable par rapport à la période de temps en fait pendant laquelle je l'ai pas vu, je me suis dit waouh, c'est pas seulement un rêveur, mais c'est quelqu'un qui derrière est capable de mettre en place les actions pour atteindre son rêve, qui aligne en fait ses actions avec ses objectifs, et là ça peut donner des résultats qui sont incroyables en fait. Quand les objectifs sont alignés avec les actions, c'est là où vraiment il y a quelque chose qui avance. Ok, d'accord. Là, ça paraît beaucoup plus clair et c'est nice. C'est vraiment très, très intéressant.
J'aime bien dire le mot intéressant, mais parce que ça l'est. Mais c'est parce que ce que tu nous évoques, en fait, c'est une chose que je suppose beaucoup de personnes se demandent, vu que il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes qui veulent réaliser leurs rêves, et ça va souvent se passer avec des personnes, ils vont trouver des associés, en fait, et se dire, ah ouais, donc, pourquoi il a réagi comme ça? Et pourquoi il se demanderait tout ça? Mais je vois, effectivement. Parce que c'est arrivé énormément beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, même en dehors. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais qui ne font que rêver. Franchement, tu sais, bah, écoute, plus tard, moi, je serais millionnaire. Voilà, ça, je pense que c'est le même truc, le truc le plus classique. Moi, je serais millionnaire. Non, moi, j'aimerais être milliardaire. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient. Mais il y a peu de gens qui agissent pour réaliser leurs rêves. Ça, c'est exactement ça. Ah, ça, c'est profond, ça. Ouais, nice. Et franchement, merci d'avoir partagé déjà tout ça. C'est vraiment incroyable, avec grand plaisir. Je trouve. Et du coup, aujourd'hui, vu que t'es là, maintenant que t'investis en immobilier, si par exemple, t'avais des jeunes investisseurs, tu vois, peu importe leur âge, qui veulent investir en immobilier, mais ils savent pas comment faire. Tu pourrais leur indiquer les erreurs que t'as faites, toi, mais que tu ne voudrais pas qu'ils fassent, en fait. En immobilier, c'est ça? Oui, en immobilier, effectivement. La principale erreur, c'est de m'être lancé, en fait, sans maîtriser, sans avoir les connaissances, en fait. Je pense que dans n'importe quel domaine de l'investissement financier, alors là, je parle en immobilier parce que j'ai réussi à me sortir du truc, mais je pense que c'est valable aussi bien dans la crypto que dans la bourse, en fait, dans n'importe quel domaine où vous investissez de l'argent. Les connaissances, en fait, sont indispensable. En fait, on peut pas se passer des connaissances. Comme moi, par exemple, je m'étais lancé dans la bourse sans connaissance quand j'étais plus jeune. J'ai perdu de l'argent parce que je savais pas ce que je faisais. En immobilier, c'est exactement pareil. On a ce petit proverbe de dire en fait une petite information en immobilier peut valoir des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que des petites erreurs en immobilier peuvent mener à des pertes financières qui sont énormes. Un mauvais choix peut aboutir effectivement à des milliers, des dizaines de milliers d'euros de pertes. Et il faut absolument apprendre avant d'agir. Après, la deuxième erreur que moi j'ai pas faite, mais que je vois beaucoup dans mon cercle d'investisseurs immobiliers, c'est qu'on a aussi des personnes qui font l'inverse, qui se forment énormément et qui ne se sentent jamais prêtes et du coup qui n'investissent jamais. Typiquement, dans mon cercle immobilier, on a par exemple quelqu'un qui est un expert de l'immobilier, c'est un notaire et en plus il a des connaissances extraordinaires, mais il a mis 4 ans avant de se lancer dans l'immobilier parce que pendant les 4 ans, il venait aux réunions, il discutait immobilier, il conseillait même les autres en immobilier parce c'est quelqu'un qui a plein de connaissances, mais il n'était pas capable de se mettre en action lui-même parce qu'il ne se sentait jamais prêt en fait. Moi, c'était l'inverse, je me suis lancé avant d'avoir les connaissances. Lui, il attendait d'avoir 100% des connaissances avant de se lancer, alors qu'avec simplement 80% des connaissances dans la loi de Pareto, on peut déjà se lancer et faire quelque chose de correct et après affiner au fur et à mesure. Mais effectivement, moi, l'erreur que j'avais faite, c'est de ne pas avoir assez de connaissances, en tout cas. Ok. Et donc, comme tu parlais du notaire, donc si on devait résumer, en gros, il avait un peu le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il se trouvait pas qualifié, pourtant il avait étudié pour ça. Et il conseillait même d'autres personnes pour ça. Donc, il était excellent, il est très bon, il était capable de parler de mobilier, il faisait ça en plus tous les jours pour ses clients, mais pour lui-même, il y avait un truc qui faisait qu'il avançait pas. Maintenant, il s'y est mis cette année et c'est génial, je suis très content pour lui parce qu'il le mérite et il avait tout le potentiel pour le faire, mais effectivement, il se sentait jamais prêt parce que peut-être que lui il se disait dans sa tête, voilà, j'ai pas 100% des connaissances, j'ai peut-être 90, 95 et ces 5% me feront peut-être défaut. En fait, au bout d'un moment, il faut se lancer quand même. Ok. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se trouvent vers même du perfectionnisme en fait, où ils doivent être parfaits avant de commencer. C'est il faut tout maîtriser parce que si je maîtrise pas le petit 5%, imagine si ça se passe comme ça, et si ça se passe comme ça, et si je fais ça et que ça va comme ça et que ça va dans ce sens-là, et donc ça te balance dans un monologue interne assez négatif, et on se dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais ouais, donc ça commence comme ça. Mais heureusement, t'as pas eu ce syndrome-là. Néanmoins, au moins, on va dire que
peu importe en fait le chemin que l'on prend, on apprend de ses erreurs et on avance. Tout à fait. C'est ça qui est beau dedans. Et du coup, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Une anecdote sur ton parcours à toi en tant qu'investisseur immobilier? Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, du coup? Une anecdote à raconter. Je réfléchis un petit peu. Une des anecdotes que j'aurais à raconter, c'est le fait que la première fois que je suis arrivé en fait dans l'association des investisseurs immobiliers, je suis directement allé voir quelqu'un que je ne connaissais pas, un investisseur immobilier qui était expérimenté, et je lui ai demandé est-ce que tu pourrais me conseiller pour investir en immobilier? Quelle est la meilleure stratégie pour investir, en fait? Et cette personne-là m'a répondu, comme d'autres personnes à sa table qui ont confirmé ses propos, elle m'a répondu, je peux pas te dire comme ça, je peux pas répondre à ta question, tout dépend en fait de ton objectif. Et quand elle m'a répondu ça m'a frustré énormément, en fait. Je me suis dit, cette personne-là, peut-être qu'il ne me considère pas, peut-être qu'il n'avait pas de temps à me dédier, mais c'est un peu sec comme réponse. C'est-à-dire que moi, je voulais en apprendre plus sur la meilleure façon d'investir en immobilier, et on me répond, ça dépend de tes objectifs. Je lui ai dit, bah, moi, mon objectif, c'est comme tous les investisseurs immobiliers, on va pas se cacher, c'est de créer des revenus. Plus on peut gagner d'argent, mieux c'est. On est là pour ça, en quelque sorte. Et du coup, je l'ai vu comme quelqu'un qui voulait me rembarrer, quelqu'un qui ne voulait pas répondre à ma question, en fait. Une question qui, pour moi, me semblait claire. Quelle est la meilleure façon d'investir en immobilier? Donne-moi la meilleure stratégie. Et c'est seulement a posteriori, après avoir appris beaucoup de choses en immobilier, que je me suis rendu compte qu'en fait, cette personne, même si elle exprimait un petit peu de façon sèche sa pensée, avait totalement raison, en fait. Et si quelqu'un, effectivement, si un jeune investisseur me posait la question, Daniel, quelle est la meilleure stratégie pour investir en immobilier, même si je déroulerais un petit peu mon propos, c'est exactement dans l'idée ce que je lui répondrais, en fait. Ça dépend de ton objectif, parce qu'effectivement, l'immobilier, c'est quand on entre dans le domaine de l'immobilier, on pense que c'est uniquement le fait de créer des revenus. Et du coup, on se dit, bah, la meilleure stratégie, c'est forcément celle qui permet de dégager le plus de revenus, puisque j'investis pour créer des revenus. On se rend pas compte forcément de toutes les contreparties qui découlent en fait du fait de créer des revenus, et du coup du fait que on a une certaine balance qui doit se faire et que cette balance n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, je prends toujours l'exemple des sportifs. L'immobilier, c'est un petit peu comme un sport. En immobilier, comme en sport, on va trouver des personnes qui sont simplement des amateurs, des personnes qui sont passionnées et des personnes qui sont des professionnels, en fait. Les amateurs n'ont pas beaucoup de connaissances, elles font beaucoup d'erreurs, elles se blessent dans les sports parce qu'elles n'ont pas le bagage qui est nécessaire. Les personnes qui sont passionnées, elles ont déjà un peu plus de connaissances, elles peuvent maîtriser un sport, en faire régulièrement et avoir un certain bon niveau, mais elles ne peuvent pas forcément vivre de leur sport. Et après, on a les experts qui effectivement peuvent vivre de leur sport. Si on prend le tennis, on parle par exemple de Nadal, etc. Mais c'est des personnes où, si on veut avoir le résultat, il faut être prêt aussi à mettre en contrepartie tous les efforts que ces personnes sont. Si on prend Nadal, par exemple, effectivement, tout le monde voudrait avoir les résultats de Nadal. Tout le monde voudrait maîtriser le tennis comme le fait Nadal, et tout le monde voudrait vivre du tennis. Mais par contre, personne ne serait prêt à mettre en contrepartie tous les efforts qu'a fait Nadal, tous les milliers de journées en fait qu'il passe à faire du tennis, tout le régime alimentaire qu'il met à côté, tous les entraînements sportifs, tous les entraînements de musculation qu'il fait, ça, tout le monde n'est pas prêt à le mettre en place. Ça, on le voit dans le sport, et effectivement, les personnes qui entrent dans l'immobilier n'ont pas connaissance du fait qu'en immobilier, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, effectivement, sans aucune connaissance, on scrute en immobilier, on fait des erreurs. Après, on a une deuxième catégorie d'investisseurs où c'est des personnes qui font de l'immobilier un petit peu par passion, avec des connaissances suffisantes pour avoir des résultats en immobilier, mais qui ne peuvent pas forcément en vivre. Et après, on a une troisième catégorie d'investisseurs où effectivement, c'est des personnes qu'on peut voir qui, dans le milieu de l'immobilier, qui vous disent, bah, moi, j'ai quitté mon boulot, je vis de l'immobilier. Mais par contre,
on parle moins de toutes les contreparties que ces personnes mettent pour pouvoir vivre de l'immobilier, au sens où ces personnes-là se sacrifient vraiment pour l'immobilier. Elles peuvent faire que ça de la journée et ça peut s'assimiler, entre guillemets, à un deuxième boulot, en fait. Et du coup, c'est un petit peu ça que voulait me dire en fait la personne à qui je demandais quelle était la meilleure stratégie, c'est quel est ton objectif de vue, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour l'immobilier en fait. Et effectivement, je me suis rendu compte que, par exemple, moi, en tant que dentiste, j'adore mon métier et j'ai pas envie de quitter mon métier, contrairement à certaines personnes qui disent bah moi je suis pas satisfait dans ma vie professionnelle, j'ai envie de quitter mon métier et j'ai envie de faire que de l'immobilier, qui veulent vivre de l'immobilier, donc dégager des revenus en fait suffisants pour pouvoir vivre. Et c'est des personnes qui vont mettre en place de la location courte durée, qui vont faire énormément de travaux, des choses qui sont très chronophages en immobilier et qui rapportent beaucoup. Moi j'ai plus une stratégie de me dire j'ai une vie professionnelle qui est déjà assez riche. L'immobilier, c'est juste un plus pour moi, mais j'ai pas besoin de vivre de l'immobilier. Et du coup, je peux me permettre de me diriger vers des stratégies immobilières qui sont beaucoup moins chronophages, qui vont dégager effectivement moins de revenus. Je vais pas vivre de mes revenus en immobilier, mais d'un autre côté, ça ne me crée pas un deuxième boulot. En fait, je choisis des stratégies qui sont un peu plus passives. Par exemple, je fais de la location sur de la longue durée. Je vais pas faire du Airbnb qui dégage beaucoup de revenus, mais en même temps, ça me fait beaucoup moins de temps de gestion par mois. Et c'est ça, en fait, le fait d'aligner ses objectifs en immobilier avec les attentes qu'on peut avoir de l'autre côté. Ok. Donc, par exemple, c'est ce que tu dirais à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, par exemple. De vraiment savoir où C'est est-ce ça, qu'il veut aller pour pouvoir, en fait, établir des stratégies pour qu'il puisse c'est aller là ça, où il veut aller, tout simplement. Et c'est plutôt ça. parce que, effectivement, ce que tu dis, ça a un sens parce que énormément d'entrepreneurs, là, je dis même que ce soit dans l'immobilier ou pas, se disent, OK, je veux devenir riche. Mais d'abord, ils connaissent pas leur objectif. Et être riche, bah, c'est très subjectif. Ouais, Et donc, du coup, tu demandes à quelqu'un comment faire pour devenir extrêmement riche, alors que il sait pas ce que tu veux, quelle est ta définition de la richesse, et tu sais pas nécessairement quelle est sa définition de la richesse. Et donc, forcément, ce qu'il va te demander, les efforts qu'il va te demander à faire ne seront pas forcément établis avec ce que toi, tu veux faire. Du coup, et c'est ça, je ça. pense qu'on a tendance à l'oublier, de se dire, en fait, vraiment savoir où est-ce qu'on va aller pour établir un plan pour y aller, en fait. Donc, c'est ce que là, t'es en train de dire. C'est Nice. ça, tout à fait, ouais. Nice. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, concrètement, vu que là maintenant t'es dentiste, t'es investisseur dans l'immobilier du coup, t'es même formateur, bon, on peut mettre beaucoup de labels, mais concrètement, on va dire que c'est comme si t'avais le côté salarial, concrètement, et tu t'étais investisseur dans l'immobilier. Et du coup, j'aimerais savoir, aujourd'hui, l'immobilier représente quoi pour toi? Est-ce que c'est ton amour, ta passion? Qu'est-ce que c'est l'immobilier pour toi? L'immobilier, je dirais que c'est une passion, effectivement. C'est une passion que j'ai et que j'aime transmettre, en fait. C'est vraiment ça. Oui, je pense que tu as trouvé le bon terme. C'est vraiment une passion, ouais. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un? Ok, parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup, on voit ça dans les pubs, on voit ça sur Instagram, on voit ça sur tous les médias. Parce que comment on présente le monde de l'entrepreneuriat, je pense que c'est une chose que toi aussi t'as vu. L'entrepreneuriat, c'est super. L'entrepreneuriat, bah écoutez, je me lève chaque matin, moi je fais ma méditation, ensuite je vais à la salle de sport, je kiffe ma life. Et c'est exactement ça, on dépeint tous les côtés positifs de l'entrepreneuriat. Donc t'as pas de patron, t'es ton propre boss. Moi, actuellement, je sais pas si tu l'as vu, mais ça se passe pas comme ça. Enfin, il y a des côtés positifs, mais je vois pas ça comme ça, en fait. Il y a beaucoup de challenges aussi émotionnels. Carrément. Et j'aimerais savoir si, aujourd'hui, est-ce que si tu devais conseiller quelqu'un, par exemple, si une personne veut faire de l'argent, tu vois, il veut faire de l'argent, il veut devenir riche et devenir millionnaire, est-ce que tu lui dirais, viens dans l'immobilier comme ça? Ou tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dirais en fait à cette personne-là avant qu'elle commence l'immobilier du coup, tu lui dirais quoi? Pour moi, l'immobilier, alors, je pense que je vais déconstruire beaucoup d'idées reçues en fait qui sont données par un petit peu les autres formateurs en immobilier où notre objectif en fait c'est pas forcément avec des mauvaises intentions, mais on essaie de motiver au maximum les gens. Et du coup, sur YouTube, on a tendance à survendre un petit peu l'immobilier, à dire tout est possible si t'es
étudiant, tu peux te lancer dans l'immobilier, tu peux faire beaucoup d'argent. Effectivement, tout est possible en immobilier, mais il faut savoir que on ne fait pas l'immobilier avec la même facilité et avec la même prise de risque pour tout le monde, en fait. Effectivement, on peut partir de rien et devenir très riche en immobilier, comme parfois on rencontre des exemples dans les cercles d'investisseurs immobiliers, sur YouTube, c'est possible. Par contre, partir de rien et devenir très riche en immobilier, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de prise de risque, en fait. Il sera beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a déjà une bonne situation, des revenus qui sont importants, d'investir massivement dans l'immobilier, d'avoir des très bons résultats avec peu de risques, alors qu'une personne effectivement qui débute avec rien du tout et qui se lance comme ça dans l'immobilier sans revenu stable, sans épargne, même avec les connaissances, on peut, mais c'est risqué en fait. Donc, je pense que pour moi, l'immobilier, c'est pas forcément le niveau 1 de la richesse. C'est-à-dire que, effectivement, ça permet de développer pour moi un patrimoine qui est déjà existant, une situation qui est déjà stable. Ça permet de la renforcer et effectivement, c'est un multiplicateur de richesse. Par contre, être un créateur de richesse à partir de zéro, c'est possible, mais c'est extrêmement risqué. Et c'est pas quelque chose que je conseillerais à tout le monde. Ça s'adresse à un profil de personnes qui acceptent le risque, qui acceptent le stress, le fait par exemple de gagner le SMIC et se lancer dans des investissements avec une dizaine de biens immobiliers, ça s'est déjà vu dans les milieux que je fréquente. Par contre, c'est des personnes qui doivent être assez résistantes au stress parce que ces personnes-là ont des dégâts à payer des travaux à payer imprévus dans leurs appartements. Elles n'ont pas forcément à côté les revenus professionnels adaptés en fait pour faire face à ces soucis-là, et du coup ça peut être des périodes qui sont assez stressantes. Par rapport à ce que tu dis, par rapport au stress, par rapport, on peut aller même jusqu'à l'anxiété, la peur, comment toi tu fais pour gérer ton état émotionnel en fait quand tu investis en immobilier? J'ai plusieurs règles entre guillemets, plusieurs rappel en fait que je me fais régulièrement dans l'investissement immobilier, parce qu'effectivement l'investissement immobilier c'est un vecteur de joie, c'est un vecteur de passion, mais c'est aussi une cause de stress de temps en temps. On peut pas le nier, on peut pas l'éviter. On peut essayer de réduire les risques, mais à un moment ou à un autre, il y a forcément des choses qu'on maîtrise pas, et du coup, il y a du stress effectivement qui vient parce qu'il y a des enjeux qui sont financiers. Donc, effectivement, il y a du stress. Pour moi, il y a deux choses à faire. La première, c'est de réussir à faire en sorte que le stress en immobilier n'impacte pas ma vie en dehors de l'immobilier. C'est-à-dire que quand je suis dans l'immobilier, le stress doit effectivement me pousser à me mettre en action, en fait. Par contre, quand je suis avec ma famille, quand je suis au cabinet, quand je suis avec mes amis, j'oublie l'immobilier et l'immobilier ne doit pas m'impacter, ça ne doit pas dégrader mon humeur. Et la deuxième chose, c'est de toujours me rappeler que l'immobilier, c'est quelque chose que je fais par passion, en fait. Et parfois, quand j'ai effectivement des soucis en immobilier, je me reprends et je me dis, Daniel, là, tu es en train de te prendre la tête, alors que l'immobilier, tu fais ça pour être heureux, principalement. Et du coup, si tu te rends malheureux à cause de l'immobilier, bah, tu réponds pas à ton objectif premier. C'est-à-dire que l'objectif de pourquoi tu fais de l'immobilier, tu as déjà des revenus en tant que dentiste. L'immobilier, tu fais ça effectivement pour créer des revenus, mais tu fais ça parce que c'est quelque chose que tu aimes, qui te passionne. Et donc, si tu te mets dans un mauvais état à cause de l'immobilier, en quelque sorte, tu ne réponds pas en fait à ce que tu recherches en fait en immobilier. Donc, j'ai beaucoup de travail de prise de conscience de mes émotions et toujours un rétro-contrôle en fait sur les émotions, de me dire bah mince, ces émotions-là, qu'est-ce que tu ressens en ce moment et est-ce que ton émotion elle évolue en fait, est-ce qu'elle est utile
ton émotion. Est-ce que tu dois la garder, cette émotion? Un stress, par exemple, est-ce que c'est juste un stress inutile qui va te désarmer, ou est-ce que c'est un stress qui va te pousser à te mettre en action, à agir? Est-ce que cette émotion, elle est utile, et est-ce que cette émotion, elle est souhaitable? Et si l'émotion n'est ni utile ni souhaitable, de faire en sorte de l'éliminer, du coup. Ok, ça marche. Merci, hein. Et donc pour tous ceux, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes dans l'audience en fait qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui savent pas vraiment le quotidien, et donc là tu leur permets d'avoir aussi des techniques pour comprendre comment gérer leur stress, comment gérer leurs émotions, et c'est pas mal. Parce que je pense qu'il est important de le dire, les décisions que l'on prend sont énormément basées sur nos émotions. Et on dit très souvent, ouais, Tout à fait. mais c'est la logique, c'est de la logique. Pourquoi j'ai pas fait ça comme ça? Pourquoi il a agi comme ça? Mais en fait, c'est tout simplement parce que nous sommes des êtres qui agissent en fonction de nos émotions. Et Tout donc, à fait. surtout dans l'entrepreneuriat, où il y a de l'argent en jeu, où en fait, notre business est un reflet un peu de nous-mêmes, vu que c'est nous qui les construisons. Très souvent, on va dire, assujetti à nos émotions. On se dit, ouais, ça va pas bien, donc faut que je fasse quelque chose. Donc on stresse, on a peur, on se ressent de l'anxiété, parfois de la joie, parfois de la peine. Et donc, ce qui fait que si on n'apprend pas à gérer nos émotions, je pense que tu es d'accord dessus, en Carrément. fait, on va nulle part. On va nulle C'est part. sûr. Moi, ça fait partie Ok. des choses les plus passionnantes que j'ai découvert en dentaire. L'une des raisons pour lesquelles j'adore mon métier de dentiste, c'est que en fait, il y a une grosse part de gestion des émotions où je me rendais pas compte en me lançant dans le métier de dentiste. Mais en fait, on a bien la moitié des patients qui arrivent au cabinet avec une forte appréhension des soins dentaires, voire même du dentiste, l'image du dentiste, qui est dans l'imaginaire collectif quelqu'un qui va vous faire des choses qui sont pas très agréables. Et du coup, la gestion de ce stress-là, c'est quelque chose qui me passionne aussi, que ce soit sur moi-même ou sur les patients, du coup. Ok. Ça marche. Nice. Du coup, ils sont sur le bon podcast ici. Ça fait plaisir. Bah oui. Et donc, du coup, on arrive au Funnel 5. On va dire, c'est les 5 dernières questions, les questions impactantes. Mais juste avant ce Final 5, je vais te poser une question par rapport à la maison d'édition. Tu as parlé de la maison d'édition, c'est-à-dire, vous écrivez des livres, vous éditez des livres maintenant? C'est ça, on fait les deux choses. Alors tout d'abord, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que en fait, les maisons d'édition actuelles traditionnelles avaient assez mauvaise presse, en fait. Il se trouve qu'actuellement, la plupart des auteurs qui sont édités par des maisons d'édition ont des assez mauvaises relations avec les maisons d'édition, et les maisons d'édition, dans leur façon de travailler, n'ont pas les résultats qu'elles pourraient avoir si elles mettaient en place des techniques un peu plus modernes. Donc en fait, nous, ce qui se passe, c'est que moi, en tant qu'auteur, je me suis dit, moi, j'ai fait de l'auto-édition, en fait, et si je voulais me mettre en maison d'édition, j'ai regardé un petit peu comment travailler les maisons d'édition actuelles, ce serait trop désavantageux pour moi en tant qu'auteur. Parce que les maisons d'édition ne reversent pas assez de revenus aux auteurs, parce qu'elles ne mettent pas en avant assez les livres des auteurs, et notamment nous en tant qu'entrepreneurs, parce qu'elles dépossèdent un petit peu l'auteur de leur liberté en fait de contenu. Par exemple, si toi, tu es entrepreneur et que demain, tu écris un livre, en fait, si demain tu choisis de mettre dans ce livre de la publicité, en fait, si tu choisis de faire un funnel de vente et d'utiliser ton livre comme première étape de ton funnel de vente, si tu décides par exemple de mettre des pages en fait pour récupérer dans ton livre des emails en leur disant au lecteur envoyez-moi un email, si tu décides de faire de l'affiliation dans ton livre, de mettre des publicités pour des partenaires dans ton livre, la maison d'édition va refuser et elle va dire non, la ligne éditoriale de la maison d'édition c'est ça, on refuse que tu mettes ça dans un livre parce qu'effectivement un livre classique on n'est pas censé retrouver de pub en fait dans un livre. Ce qui se passe c'est que nous en tant que maison d'édition on redonne en fait le pouvoir à l'auteur en disant on va vous reverser plus de revenus en termes de pourcentage que ce qu'une maison d'édition classique vous reverse et on vous laisse la liberté de mettre ce que vous voulez dans votre livre parce que votre livre vous appartient en fait. Et c'est ça en fait tout le credo, c'est de vous dire nous on est auteur, moi je suis auteur et ce qui se passe c'est que là Léo
et Yann sont auteurs parce qu'ils sont également en train de rédiger des ouvrages qu'on va publier dans les prochaines semaines. Donc nous, on publie des livres, on sait ce que c'est en fait d'être auteur et on vous crée une maison d'édition pour vous accompagner un petit peu comme si on était associé à vous, de façon à pouvoir mettre à votre service tout notre savoir qu'on a accumulé avec les livres qu'on a publiés et en vous traitant comme nous, on aimerait être traité en tant qu'auteur. Donc, c'est ça un petit peu notre vision des choses. Donc, effectivement, là, on est en train d'accompagner des auteurs dans la publication de leurs livres. Ça marche. Ouais, en fait, tu peux dire tout ce que, tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux, je consomme tout. Moi, je suis fan. Je suis fan à fond. Je suis fan à fond. T'inquiète même pas. Merci. Du coup, je vais te faire les 5 dernières questions, les Final 5. Ouais. Super. Et donc, la première question du Final 5, auditeurs et auditrices, j'espère que vous êtes prêts aussi, c'est si tu pouvais remonter le temps et que tu devais te donner un conseil avant d'avoir créé ton livre, avant d'avoir fait tous ces investissements, qu'est-ce que tu lui dirais à ce Daniel jeune qui n'a pas encore goûté à ce monde de l'investissement? Tu lui dirais quoi? Je lui dirais peut-être de commencer plus tôt, parce qu'il se trouve que j'ai commencé tout ce domaine-là, l'investissement, l'entrepreneuriat, assez tard au final, et je pense que commencer tôt, c'est une grande chance. Moi, typiquement, quand j'étais au lycée, mes idées, elles étaient tout autres. Au lycée, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo sur mon ordi. J'avais pas en tête toute cette idée de construire mon avenir de façon efficace. Et le fait de l'avoir fait un petit peu tard, effectivement, c'est un petit regret. Et j'en ai pris conscience lorsque j'ai fréquenté des cercles d'entrepreneurs. Ben, c'est un petit peu dans ces cercles-là que nous deux, on s'est rencontrés. Et effectivement, quand tu vois des personnes qui ont 18 ans, 20 ans, 21 ans, et qui ont déjà des rêves plein la tête, qui ont déjà commencé à entreprendre, ça te bouge en fait. Tu te dis bah waouh, ces personnes-là, moi à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, mes objectifs étaient tout autres en fait. Et de voir que ces personnes-là sont si matures en fait et si conscientes de là où elles veulent aller plus tard, c'est extraordinaire. Et j'aurais aimé avoir cette prise de conscience plus tôt en fait. Mais d'une part, je me dis une chose, c'est que si tu as eu cette prise de conscience, c'est que c'était nécessaire. C'est dans le sens où tout arrive en fait à un moment clé, du coup. Oui. Parce que par exemple, avant, moi, j'étais maintenant, pas prêt. tu dis, avant, j'étais pas prêt. Mais si t'avais commencé à 16 ans et que ça avait pas marché, peut-être que ça aurait déclenché quelque chose d'autre, en fait. Donc, c'est aussi possible. Dans tous les cas, on voit. Oui. Parce que, tu vois, ce dont j'ai peur, franchement, je te le dis, mais ce dont j'ai peur, personnellement, pour tous ces jeunes qui peut-être écoutent, c'est qu'ils se disent qu'aujourd'hui, ma vie est définie, et donc je ne teste plus rien d'autre. Du coup. Parce que comme, effectivement, moi, je me lance dans l'immobilier, moi, j'y vais, quoi. Et j'y vais. Et donc, moi, comme je le dis, je l'annonce sur les réseaux, je suis dans l'immobilier ou moi, je suis dans la bourse, ou moi, je suis ceci, ou moi, je suis cela. En fait, à force de s'annoncer comme ça, on ne veut plus rien tester parce que c'est finalement, on a annoncé ça comme son identité. Du coup. Ils se sont un petit peu engagés on ne veut plus changer parce que c'est ça. C'est ça, exactement. Tout à fait, ouais. Mais donc, ça revient un peu à ce que tu disais, il faut toujours continuer à tester. Toujours continuer à tester. Oui, toute notre vie, ouais. Toujours découvrir des nouvelles choses, ouais. Et donc, pour la... Nice. Ça, c'est cool, en tout cas. Et donc, pour la deuxième question du Final 5, quel conseil t'a-t-on donné dans la vie, tu vois, mais qui s'est avéré inutile, en fait? Tu te dis, non, j'aurais préféré ne jamais prendre ce conseil. Ouais. C'est quoi ce conseil-là? Waouh! C'est la première fois qu'on me pose cette question-là. On me demande souvent des conseils utiles. Mais un conseil inutile... un conseil inutile qu'on a pu me donner. Je réfléchis un petit peu. Quelque chose qui aurait pu éventuellement me faire des erreurs. Je ne sais pas. Waouh, franchement, tu me poses une colle parce que je pense que tous les conseils qu'on m'a donnés jusqu'ici, même si ça m'a
poussé parfois à faire des erreurs, bah, ça a toujours été des erreurs qui étaient assez enrichissantes au final. Et je suis pas certain d'avoir déjà eu un conseil complètement inutile de la part de quelqu'un. En tout cas, pas dont j'ai un souvenir. Ça marche. Merci. Pas de souci. Et donc, troisième question. Si tu avais une loi, du coup, à faire respecter par tous les êtres humains, ce serait quoi? Si j'avais une loi à faire respecter à tous les êtres humains. Ouais, la première qui te vient à l'esprit. La première, alors j'essaie de bien la formuler, parce que c'est une loi quand même. Ce serait de toujours effectuer un rétro-contrôle sur ses émotions. Je pense que la plupart des choses négatives qui nous arrivent et que nous on se fait subir ou que les autres nous font subir sont dues à des émotions qui sont mal contrôlées, des émotions qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont disproportionnées en fait par rapport à la cause. Et je pense que c'est l'un des plus gros mots en fait de nos jours. La non-maîtrise des émotions, je pense que c'est quelque chose qui entraîne pas mal de soucis dans notre société. Et je pense que si la plupart des personnes arrivaient simplement à maîtriser leurs émotions, on irait beaucoup plus loin tous ensemble, je pense. Donc, je pense que c'est apprenez à maîtriser vos émotions. Nice. Et du coup, je pense que tu pourras pas deviner la quatrième question. Franchement. Je suis curieux, là. Il y a un peu de suspense, là. Quelle est ta couleur préférée? Waouh. Le jaune. Ça marche, le jaune, ça marche. Je savais, en fait, il y avait un changement entre les deux. Trop inattendu. Ok. Est-ce qu'il y a un motif? Non, mais sérieusement, c'est juste que je me dis que, en fait, on veut savoir plein de choses sur les personnes que l'on admire. On veut savoir tellement de choses qui est leur parcours, mais on sait même pas les choses basiques, en fait. Quelle est leur couleur préférée? Donc là, on sait que c'est le jaune. Si vous voulez offrir des cadeaux à Daniel, c'est le jaune. Ah, par contre, je ne mets que des pulls de couleur bordeaux ou ocre. Ah, ok, les amis qui m'offrent des pulls savent que c'est bordeaux ou ocre. Ok, let's go. Je mets que ça. Ok. Dis-moi, du coup, est-ce que tu crois que tout le monde peut avoir ses golden balls? C'est-à-dire le courage d'être pleinement soi-même pour réaliser ses rêves. Tu penses que tout le monde peut avoir ce courage-là? Je pense que tout le monde ne l'a pas, mais je pense que tout le monde peut l'avoir, en fait. En écoutant un petit peu tes podcasts, etc., effectivement, je trouve que c'est quelque chose un objectif, entre guillemets, à atteindre. Et je pense que beaucoup de personnes dans notre société actuelle ont trop tendance, peut-être par ego, en fait, à se définir telles qu'elles sont actuellement, plutôt que de se voir un petit peu comme une chose en perpétuelle évolution et qui peut en fait changer. En fait, c'est-à-dire que actuellement, une personne qui n'a pas le Golden Balls, en fait, peut se dire ah bah moi je l'ai pas, etc. Il faut qu'elle voit qu'en fait la seule chose qui la sépare d'un devenir qu'elle souhaite, c'est elle-même en fait. C'est-à-dire que on peut devenir tout ce qu'on veut en fait, et du coup il faut pas simplement se définir par rapport à ce qu'on est actuellement, mais se laisser la possibilité d'évoluer, parce qu'en fait il y a que nous qui nous freinons en fait par rapport à cette évolution. Ah ouais. Ça, c'est une super conclusion. Là, les auditeurs et auditrices doivent être, waouh! Oh my god! C'est incroyable! Waouh! Ça, c'est, je m'y attendais pas pour la conclusion. Donc moi, je sais pas comment faire autre chose, mais les auditeurs, vous voyez pas, mais là, je fais des pouces, là. C'est génial. Donc, merci à toi, Daniel, pour avoir. Merci à toi. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ce moment avec toi. Et j'espère qu'on en partagera d'autres ensemble, que ce soit en podcast ou en dehors des podcasts. C'est toujours avec un grand plaisir, en tout cas.
Nice. En tout cas, franchement, merci pour ça aussi, ce Final Five. Je pense que là, il pouvait pas se douter pour la couleur jaune. Donc là, let's go. Là, c'est toi qui m'as étonné. Mais du coup, un petit dernier mot. Si t'avais un dernier mot, tu vois, peu importe la citation, peu importe en fait, t'aurais une chose à dire aux auditeurs et aux auditrices, ça serait quoi? C'est oser évoluer. Et en fait, le fait d'évoluer, de vous mettre à jour, ce n'est pas vous discréditer, ce n'est pas rejeter la personne que vous êtes actuellement. C'est comme un ordinateur, on le met à jour et ça ne veut pas dire que c'est un autre ordinateur. Ça reste le même ordinateur, on le met à jour et tout au long de votre évolution, certaines personnes de votre entourage vous diront que vous avez changé peut-être. Et c'est pas forcément négatif, le fait de changer. L'évolution, c'est quelque chose qu'on a non seulement, on le voit beaucoup et on trouve ça normal dans notre société d'évoluer de notre naissance, en fait, jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Et il faut surtout pas à continuer cette évolution. On a tendance à se dire, à 20 ans, je suis adulte et c'est bon, je suis défini en tant que tel. Et tout ce qui est le changement, ça me discrédite en tant que personne. En fait, non, on continue à évoluer tout au long de notre vie, en bien. En tout cas, j'espère, c'est l'objectif. Et surtout, n'hésitez pas à évoluer. Et même si les autres diront que vous avez changé, tant que vous changez en suivant vos objectifs, n'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à changer. Et quand vous hésitez, en fait, à faire des choix dans votre vie, essayez toujours de faire le choix qui vous mènera à devenir la personne que vous rêvez de devenir plus tard. En fait, c'est ça. Nice. Nice. Merci à toi, Daniel. Et du coup, ma petite phrase de fin, comme je le dis, c'est, écoutez, c'est bien, vous avez bien écouté cet épisode. Et c'est super. Mais maintenant, agissez. Passez à l'action. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'immobilier, je mettrai le bouquin de Daniel en bio et achetez-le juste pour le lire. Let's go. Au moins tester. Oser. C'est le principal. Donc, écouter, c'est bien, mais agir, c'est beaucoup mieux. Merci à toi, Daniel. Et surtout, auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez agir. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode du podcast de Golden Balls. Merci à vous. Merci. Maintenant, ce que je vous demanderai, c'est de laisser un avis. Je vous mettrai un lien juste en description pour laisser votre avis. Pourquoi ? Parce que chaque avis compte, chaque commentaire compte. J'espère pouvoir compter sur vous pour cela. Et à bientôt dans un prochain épisode du podcast de Golden Balls.